madame, bonjour, entrez, bienvenue, c'est bien. Ça va? Salut Guillaume, ça va? C'est pas la vie, non? Dans Home Cinéma ce mois-ci, une émission à 2 services. Fabrice Duwels reçoit Manu Dacos, directeur de la photo très convoité. Mais auparavant, les réalisateurs Savina Delicourt et Guillaume Sénez. Tous deux ont à leur actif un premier long-métrage acclamé par la critique et le public. Si Tous les chats sont gris, couronné du Magritte du meilleur premier film, a terminé sa carrière en salle depuis plusieurs mois, Keeper, lui, est à l'affiche depuis quelques jours. Qu'est-ce qui rapproche ces jeunes auteurs au parcours très différents? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Bienvenue, Savina, Guillaume. Je suis bien content de vous recevoir, tous les deux. Ton film, Guillaume, est au cœur de l'actualité, donc il est sorti. Hey Tibbs, je peux te dire un truc, mais tu fermes ta gueule. Vraiment. Oui. Mais elle est enceinte. Bah putain. Tu vas me laisser tomber, hein? Mais non, Tu vas pas dire à tes parents, tu me jures. Ouais. je vais devenir footballeur pro. Il aura une grande maison, une grande piscine, avec jacuzzi, hammam. On le garde. Donc reprends un petit peu l'histoire du film. Alors, le film c'est traite l'histoire de quoi? écoute, c'est l'histoire de Maxime et Mélanie qui sont très jeunes, qui ont 15 ans, qui sont très amoureux, et Mélanie tombe enceinte, et c'est l'histoire de comment Maxime va essayer de tout faire pour pouvoir garder l'enfant. Ce que tu fais, c'est un choix, c'est-à-dire que tu traites pas la petite qui est enceinte, tu traites vraiment le jeune garçon. Comment il peut résister à ça, comment il peut s'inscrire dans cette paternité qui lui échappe complètement. J'avais envie de suivre effectivement le personnage de Maxime et d'aller un peu à contresens de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film. Et on savait que le pitch était casse-gueule. Effectivement, on a déjà vu énormément de films sur des grossesses adolescentes, on a vu énormément de films sur l'adolescence. C'est aussi un point de vue, non? Comme tu dis, la grossesse adolescente, on l'a déjà vu, mais le fait que là, c'est le mec qui veut absolument garder l'enfant, ben ça, effectivement, c'est un point de vue. C'est un point de vue très, qu'on a- très étonnant. Ouais. Voilà. Maxime, t'as quel âge, toi? 15 ans. 15 ans. Tu sais que c'est difficile à 15 ans d'avoir un petit enfant. Il faut s'en occuper, que ça veut dire que t'arrêtes tout. Ouais, je sais. Si vos parents sont pas derrière en plus, c'est encore plus difficile. Ça crée une situation problématique. On peut faire ce choix-là. On peut décider qu'on a envie d'un enfant et qu'on le garde. C'est quelque chose d'absolument possible. Mais ça implique tout un tas de nouvelles responsabilités qui sont pas exactement de votre âge. On le garde, non? Est-ce que le thème de la paternité, c'est quelque chose qui vous s'est imposé tout de suite pour vous deux? Bah, moi oui, parce que déjà j'avais un de mes courts-métrages qui parlait de ça. Et puis voilà, je suis papa, j'ai 2 enfants. Moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, je ne savais pas écrire autre chose que sur la paternité. Et d'ailleurs, Tu l'as fait, le court-métrage que tu as fait avec... C'était plus sur ce qu'on transmet, c'était plus sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné, de l'acquis, est-ce qu'on peut transmettre des choses positives à son enfant, mais aussi forcément des choses négatives. C'était plus un questionnement là-dessus. Ici, c'est plus sur l'impuissance d'une paternité. Mais oui, c'est un truc qui, effectivement, me travaille, me hante, et inévitablement, j'arrive pas à écrire autre chose, tout simplement. Et en même temps, tant mieux, parce que si c'était pas quelque chose qui me travaillait autant, qui était à ce point viscéral, je pense que je ne réussirais pas à travailler 5 ans sur un même projet. Tout simplement, à un moment donné, tu te fatigues, tu te lasses et tu as envie de passer à autre chose. Or là, c'est un truc qui me travaille et qui continue à me travailler. 3 mois et demi, mais t'es malade, hein, toi? Elle est au courant, la mère de Mel? Faut pas lui dire. Attendez, c'est pas une décision qui vous regarde. La décision, c'est à moi de la prendre. C'est moi qui suis responsable de toi. Ils vont pas finir leur vie ensemble. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Si vous voulez faire Qu'est-ce que t'en sais? Je le garde, je m'en fous, je le garde! Comment ça se passe au niveau du tournage? Est-ce que vous avez fait, avant le tournage, est-ce que vous avez fait énormément de préparation? Est-ce que vous avez beaucoup cherché, les gamins? Le gros travail a été fait au niveau du casting. J'ai vu une centaine, 200 ados. C'est Ursula Meyer, d'ailleurs, qui m'a conseillé de rencontrer Kessie. Et c'est vrai qu'en termes de jeu, il avait cette maturité, il était vraiment au-dessus du lot. Ouais. 15 ans, il débarque et je me dis, waouh, incroyable. Et la gamine avait moins d'expérience, mais voilà, ils étaient assez complémentaires.
Tu as une particularité, tu ne livres pas les scénarios. Oui, c'est ça. Donc, mais les ados, mais aucun, même les rôles secondaires, les parents, les petits rôles, personne ne reçoit le scénario. Ils reçoivent quoi, là? Il n'y a pas de secret, ils reçoivent une espèce de résumé, séquence par séquence, de 3 lignes, pour qu'ils sachent ce qu'on tourne, évidemment. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un truc instinctif. J'avais fait ça sur Dans nos veines, un de mes courts-métrages, et j'avais peur que le gamin, il avait 17 ans à l'époque, François Civil, qui est en train d'éclater là maintenant, j'avais peur qu'il s'enferme dans quelque chose d'un peu convenu en disant « Ah, il s'est passé ça avant, il va se passer ça après, je dois être comme ça. » J'avais pas envie de ça. Je voulais qu'il soit lui, qu'il soit le plus juste, le plus spontané possible. Et ça marchait assez bien. Pour les dialogues, comment tu fais alors? Je leur donne effectivement l'objectif de scène, les enjeux. Ils connaissent bien les personnages. Et on fait effectivement une première improvisation avec des éléments de la séquence que je leur donne. Et puis petit à petit, on arrive au texte. Quand toi, tu écris tes dialogues, tu te mets en empathie avec tous les personnages. Tu dis, tiens, mais qu'est-ce qu'ils diraient à ce moment-là? Mais eux font le même processus mental. Ouais. Et donc au final, entre le film fini et le scénario écrit, il y a très peu de différence. Si tu gagnes ça, on garde le bébé. On garde le bébé. Allez, s'il te plaît, sors l'argent. On garde le bébé. Si t'arrives à l'attraper. C'est vrai? Si t'arrives à Sûr? l'attraper. Que si j'arrive à l'attraper? Que si t'arrives à l'attraper. Bah ouais, bah je vais l'attraper de toute façon. C'est un truc que j'ai adoré dans ton film, c'est vrai, cette vérité émotionnelle de ces deux ados. C'est un truc que je trouve qu'il n'y a pas assez. Enfin, moi, c'est vrai que c'est tous les films qui m'ont plu. C'est les films qui me parlent à ce niveau-là. J'ai revu la petite. Elle a 15 ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Elle a une famille, un père, une mère. Dorothy, t'es où? Nulle part. Moi, j'existe pas. Je pourrais quand même essayer de lui demander pour ton vrai père. Pourquoi il n'y a pas de photo de moi bébé? Il y en a des photos de toi, bébé. Alors pourquoi papa est pas dessus? Il devait prendre la photo. En tout cas, cette vérité émotionnelle, c'est quelque chose auquel le public passe pas outre, en tout cas dans ton cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une réponse vraiment du public, et un peu partout, et dans tous les milieux, c'est que les gens se sentaient liés à ce personnage de jeune fille. Enfin, Oui, cette quête, ou à celui du père, enfin, de Bouli Lanners, là, du détective. ouais, qui est très touchant dans le film. Et ton père, il fait quoi? Gynéco? Et ça va? Quoi ça? Avec lui? Enfin, je veux dire, vous vous entendez bien? Il raconte parfois des histoires d'accouchement. C'est marrant. Et le Magritte du meilleur premier film est attribué à Tous les chats sont gris. Savina, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, parce que tu as un parcours quand même très particulier. Donc en fait, tu t'es parti en Angleterre, tu as fait une école... En fait, j'ai fait l'IAD ici, mais ça. j'ai commencé à 17 ans et je suis sortie à 21 et j'étais un peu, quand même, encore un peu paumée. l'IAD quoi, en réalisation? En réalisation, oui. Et donc, j'avais envie de continuer à me former. Et la direction d'acteur, c'était vraiment le truc où j'avais l'impression qu'on n'avait rien appris, rien fait. Et j'adorais les films anglo-saxons. Je préférais le jeu d'acteur qui venait de ce côté-là du monde plutôt que dans les films français. Et donc, je suis partie étudier. J'ai fait un master en Angleterre. Ouais. Ouais. Et puis, quand j'ai fini ce master, je suis restée. En Angleterre? Ouais. Je suis restée 7 ans en tout. Et tu as travaillé un petit peu à la télévision, tu as fait plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu faire un premier film là-bas? Est-ce que c'était pas plus simple finalement? Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile de faire un premier film là. C'est-à-dire que tous les chats sont gris, et il y avait une version de scénario anglaise, Ouais, et tu voulais le tourner en Angleterre. Au début, j'ai commencé à écrire, ça se passait dans la banlieue de Londres, etc. Mais en même temps, dans l'écriture, il y avait un truc, justement, on parlait d'authenticité et tout ça. Il y a un moment où je me sentais pas tout à fait légitime, puisque j'ai quand même un regard extérieur sur la société anglaise, et que là, je parlais effectivement de quelque chose d'intérieur. Tout d'un coup, quand j'imaginais l'histoire à Bruxelles, dans les rues où moi j'ai pu traîner ado, etc., je me sentais beaucoup plus libre, beaucoup plus inspirée. Et donc la conjonction des deux a fait que je me suis dit à un moment, mais en fait, il faut que je fasse ce film à Bruxelles. C'est quoi? J'ai fait un test ADN. Non mais ça dit quoi? Je suis pas ton père.
t'as eu besoin de faire ça? Quoi? Mais ce putain de test là! Pour voir. Oui, pour te débarrasser de moi, c'est ça? Non. C'était pour voir. Ce qu'il fallait que je sache. Trop con. Je sais que je suis trop con. J'ai toujours été trop con. En même temps, qu'est-ce que ça peut foutre? Je suis pas ton père. Sur le plateau, j'ai beaucoup travaillé d'abord, de faire beaucoup de répètes avec surtout Manon, l'actrice principale, parce qu'elle n'était pas du tout actrice, elle était venue un petit peu par hasard au casting pour accompagner sa copine et tout ça, donc... C'est toujours ce qu'on dit, ça. Ben oui, mais c'est vrai, c'était le cliché, mais c'était vrai. Je viens juste accompagner. Et c'était chouette, parce que du coup, elle avait justement, elle avait pas... La pression. Non, elle était juste, elle avait envie de vivre une chouette expérience, et donc elle était hyper ouverte, en fait. Je sens rien. Je sens plus rien. C'est pas grave, moi je te sens. Et je te tiens. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir accueillis. Longue vie à Keeper, que tout se passe bien, et puis bonne écriture, et revenez vite avec un nouveau film. Le projet. Merci, Voilà. avec plaisir. Une histoire célèbre dans le monde entier au cœur du 4e long-métrage animé du producteur Ben Stassen et sa société belge N-Wave. Robinson Crusoe, c'est aussi le 2e film après Samy 2, La petite tortue des mers, dont il confie la réalisation à Vincent Kestelot, auparavant chef animateur. Rejoignez Robinson Crusoe pour une aventure explosive. Nous allons les attaquer par surprise. Des prédateurs dans laquelle on ne peut survivre Robinson! qu'en s'aidant les uns les autres. Je te jure qu'un jour cet humain va payer. Oui, mais combien on va lui demander? Le Mathias Schoenaerts du mois, A Bigger Splash, qui est aussi le remake de La piscine de Jacques Deray. Si Tilda Swinton reprend le rôle tenu à l'époque par Romy Schneider, Mathias Schoenaerts reprend lui celui d'Alain Delon. You want some? I don't smoke. That doesn't mean you don't want some. We were friends. Better than brothers. Are we fighting? Just stop talking. The world is not ready for your honesty. What's the point of Paul in your life anymore? You don't deserve either of them. I fall in love with every pretty thing. You don't want to do this. I love you. You're obscene. Everyone's obscene. That's the whole point. Après Beyond the Steps, nominée au Magritte 2012 du meilleur premier film, la réalisatrice Vania Alcantara emmène Isabelle Carré au Japon sur les traces de son frère disparu. Your brother told me about you. So beautiful, man. You met him. The way he talked about you, I thought you were dead. Nothing makes sense anymore. No love? Husband. There is no sense. There's only life. Take good care of yourself. Tomo arigatou gozaimashita. Il y aura des cris, il y aura du rire. Mardi 29 mars, ouverture du BIF, le bien-aimé Brussels International Film Festival. Au programme, du fantastique, de la science-fiction et de l'épouvante à partager sans réserve avec votre voisin de siège. Avant-première, compétition internationale et événements comme la Zombie Day Parade, une 34e édition à vivre aux Beaux-Arts jusqu'au 10 avril. Info sur bif.net. 10 ans tout de même pour le Festival du film policier de Liège, le plus grand rendez-vous cinématographique de la ville du 14 au 17 avril au Cinéma Palace. Des courts-métrages en compétition, des avant-premières. Au total, près de 100 projections, dont les 8 films en compétition officielle. Toute la diversité d'un genre sous l'œil expert d'un jury international. La programmation et les infos sur festivalliège.be.
qu'il ose les territoires inconnus, source d'apprentissage et d'expérience, Manu Dacos est actuellement l'un des directeurs photo belges les plus demandés. Le goût du risque, il l'a contracté dès ses études à l'IAD et sa rencontre avec les réalisateurs Hélène Catet et Bruno Forzani. 2 Magritte plus tard, Manu Dacos revient sur son parcours, ce qui l'anime et quelques secrets de fabrique. Manu Dacos, je suis bien content de te recevoir, spécialement bien content. Alors je te reçois pour différentes choses. On va évoquer ton parcours, on va évoquer ton travail, on va évoquer ton sens de la lumière et surtout on va parler de Évolution qui vient de sortir, qui est le film, le 2e long métrage très attendu de Lucile Hadjilalovic. Donc Lucile a un univers très particulier. Elle a fait ce film absolument brillantissime qui s'appelle Innocence il y a plus de 10 ans maintenant. Bon, elle a un pédigré incroyable. Elle a fait La bouche de Jean-Pierre en collaboration avec Gaspard Noé. Elle a beaucoup participé à Seul contre tous avec Gaspard. Comment tu t'inscris dans l'univers très particulier de Lucile? Lucile vient, comme toi, comme Gaspard, viennent avec certaines règles de lumière, en fait. Je pense qu'ils essayent d'être fidèles à certaines règles de lumière qu'ils estiment que c'est, je n'aime pas employer le mot plus beau, mais le plus juste par rapport à la lumière. Donc, ils inscrivent d'abord ça. Avant de parler de l'histoire, la première question que m'a posée Lucile, c'est vraiment dire, est-ce que, si elle ne pose pas de problème, de faire un film sans lumière de cinéma? Je lui dis oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, je trouve que c'est intéressant, donc on va partir là-dessus. Et puis après, on rentre dans le scénario, et après, elle rentre de nouveau dans un découpage, et après, moi, j'apporte de nouveau mes idées, en fait. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. C'est-à-dire, ça s'inscrit comment? Est-ce que c'est d'abord une rencontre ou alors est-ce que déjà, à la base, à l'école, à l'IAD que tu as fait, est-ce que tu savais que tu allais t'orienter vers quelque chose, en tout cas au niveau de la lumière, si particulier? Non, je pense pas, en fait. Quand je suis rentré à l'IAD, en fait, c'était plus le documentaire qui m'intéressait, vraiment, enfin les émissions striptease, pour être franc. Et j'ai envie de faire ça. Et puis, en fait, en 2e année, on a eu un exercice de photo où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est venu naturellement, et en fait, je voyais plein d'étudiants qui stressaient, et moi, je prenais vraiment plaisir à faire ça, à chercher des choses à la lumière, et ça m'a du coup donné le goût à ça. Je suis sorti de l'école, et puis en fait, en sortant de l'école, j'ai commencé à faire des courts-métrages avec Hélène et Bruno. Parlons de cette rencontre qui, à mon avis, est une rencontre déterminante dans ton parcours, qui est la rencontre avec Bruno Forzani et Hélène Catet, donc les réalisateurs de Amer et de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Comment ça se passe, cette rencontre? Assez simplement, en fait. C'est-à-dire que c'est un ami qui m'a présenté à eux. En fait, eux viennent d'un univers très cinéphile, le giallo des années 70, que je ne connais pas du tout, et que j'ai appris à connaître avec eux, mais que j'affectionne pas particulièrement. Et donc, on s'est rencontrés, on a fait un court-métrage ensemble, et je crois qu'ils ont aimé ma manière de travailler, en fait. J'ai travaillé très rapidement, ils ont pu faire tous leurs plans. Je crois que je leur posais pas trop de questions de justificatifs, pourquoi éclairer en rouge, pourquoi faire ça, pourquoi faire ça. Est-ce que tu comprends les intentions de Bruno et Hélène quand tu tournes Amer? Certaines intentions? Oui, parce que... Visuelles, hein. Visuelles, mais peut-être pas tout, en fait. Parce qu'ils sont secrets, en fait. Et en fait, je crois que c'est ça qu'ils aiment aussi chez moi. C'est, comme je l'ai dit, je vais pas leur poser 50 questions. À moins, ils vont me demander ça, un gros plan d'œil, un gros plan de bouche. Et eux, au montage, vont raconter quelque chose. Moi, je ne sais pas forcément où ils veulent arriver, en fait. Quand je suis sorti de l'école, je décadrais très peu mes plans. C'est-à-dire vraiment cadré comme ça, qu'un œil. Eux m'ont apporté ça sur leur premier film. Maintenant, c'est même moi qui leur pousse sur leur nouveau film à dire « Putain, vous décadrez plus. Non, on n'aime plus ça. Mais si, allez, on va décadrer. » Donc, c'est des choses qu'eux m'ont appris. Je veux dire, genre le rouge, j'aurais jamais pensé employer autant de monochrome. Maintenant, quand j'arrive sur un film, je dis « Ah oui, mais ça, j'ai fait sur un truc. J'adore le rouge, le bleu, le vert, j'ai un peu de mal. » Mais je veux dire, oui. C'est-à-dire qu'eux, leur cinéma coloré m'a
à développer ma sensibilité et mon goût en fait. Parce que c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on développe sa sensibilité et son goût. Moi, je cherche toujours des réalisateurs qui ont une vision, en fait, qui ne viennent pas dire ouais, on va filmer des comédiens et comment on va filmer. Bah, je ne sais pas, non. Eux, ils viennent, ils ont un découpage très précis et leur découpage s'inscrit dans un montage par après. C'est-à-dire qu'avec eux, ils ont un découpage, ils viennent vers moi et puis moi, je peux encore apporter un plus à ce découpage, en fait. Moi, je vais de toute façon le pousser. Si le réel ne me pousse pas, je vais le pousser. Je n'ai pas envie d'être dans ma zone de confort. Je veux dire, faire un chant contre chant, je sais le faire. J'en fais parce qu'il y a des moments, il y a des scènes de dialogue, on est amené à faire ça. Mais je veux dire, si je fais ça tout un film, je ne vois pas l'intérêt de faire un film. Oui, et c'est le cas, par exemple, du film de Johann Sfar, où tu as une esthétique qui est très, très prononcée. Dany, qu'est-ce que tu veux au juste? Te rendre intéressante? Ma pauvre fille. John est assez ouvert, c'est quelqu'un qui vient de la BD, donc il a des idées d'images un peu folles, on va dire, comme ça, et c'est un fétichiste total sur les jambes des femmes, sur les cils, enfin les choses comme ça. Et voilà, donc, il y a l'aspect pulp. Ouais, pulp comme ça, bah, c'est un mec de bande dessinée. Oui. Enfin, voilà. Et donc oui, on se rencontre, et là c'est intéressant. Dès la première rencontre, il me dit ouais, je vais pas faire un film, il faut pas que ce film soit social, s'il avait peur, comme il allait prendre un chef-op belge, que ça, et il m'a choisi parce qu'il avait vu Amer en fait. Sur Alléluia, il y a une approche de lumière, il y a des partis pris. Bon, c'est un peu particulier d'en parler parce que c'est un film qu'on a fait ensemble. Il y a des partis pris très, très, très osés. On a quand même pris énormément de risques. Il y a des scènes très particulières, notamment le plan séquence de la grange. C'est une scène dont on a beaucoup parlé en amont, qu'on a répété, et finalement le résultat est assez différent de ce qu'on a pensé. Cette sortie, par exemple, quand elle sort des écuries, c'est vraiment un moment où les trois sont réunis, quoi. Le cadre, la lumière et le changement de diaph qui est fait au bon moment. Donc c'est un truc qu'on a répété. C'est-à-dire qu'à un moment, on voulait mettre 2-3 secondes un truc très lumineux. Et pour ça, c'est-à-dire que normalement, quand on sort d'un intérieur vers un extérieur, on change le diaph progressivement pour pouvoir équilibrer. Et là, on l'a fait de manière très brutale, mais un aller-retour en fait, plus un changement de vitesse. Donc on a mêlé 3 choses dedans, et voilà, ça c'est la magie de la pellicule, c'est, je veux dire, tout en cherchant, voilà, on a eu un moment de grâce, je trouve, avec le regard de Lola dans la caméra, et ce changement de lumière qui était recherché. Ton prochain projet, c'est le film de Bruno et Hélène? Donc voilà, le prochain film c'est Hélène et Bruno, et voilà, donc je suis très heureux de le faire une 3e fois avec eux, et voilà, ça nous emmène en Corse et en Belgique, et là ils vont se lancer, il y a un peu de comédie dedans, donc voilà, je suis curieux de voir ça avec eux. Tu veux dire de la dramaturgie? Oui, dramaturgie, pardon. Il n'y a pas Franck Dubosc. Non, il y a pas. Ça va. Pourtant on aurait eu un plus gros budget, mais Ouais, bon. ouais. Ok, merci Manu. Plaisir. Bon vent à toi. Et toi aussi. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site de BTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée, bon cinéma.